bien cher ami, cela fait bien longtemps que je ne t'ai pas écrit. La cause, une nouvelle occupation. J'ai découvert non loin de chez moi un merveilleux coin bucolique. C'est un cimetière, mais loin d'être morbide, c'est le cimetière des films jamais finis, des oubliés et des abandonnés au bord de la route. C'est ici que leurs idées s'évaporent et pour peu qu'on inspire, on s'en retrouve envoûté. Après plusieurs découvertes, je suis tombé sur quelque chose qui pourrait t'intéresser autant qu'elle m'a étonné. Deux œuvres étaient reliées par un fil. D'un côté, j'avais un livre, Le Seigneur des Anneaux, et de l'autre un disque, des Beatles. Et une fois en main, il m'est arrivé une chose fantastique. Alors, toi, amoureuse des histoires saugrenues, laisse-moi te conter celle de l'hypothétique Seigneur des Anneaux par les Beatles. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Bonjour à tous dans ce troisième numéro de Sans Suite. Après avoir évoqué Queen, nous allons nous pencher sur un nouveau groupe de musique mythique, les Beatles. Ici, pas question de biopic, mais plutôt d'une adaptation d'une des plus célèbres trilogies littéraires. En effet, retenez-vous à quelque chose pour ne pas tomber d'extase, Le Seigneur des Anneaux a été dans le giron du Fab Four. Comment en est-on arrivé là? Comment le groupe le plus mythique de la planète en son temps est passé à ça de transcrire sous pellicule le roman de J.R.R. Tolkien? Commençons par le commencement. En 1937, suite au succès du livre Le Hobbit, J.R.R. Tolkien se lance dans l'élaboration d'un nouveau roman se déroulant dans la Terre du Milieu. Ce n'est cependant qu'au bout de 12 ans qu'il parviendra enfin à terminer son œuvre. Tiens d'ailleurs, c'est peut-être hors sujet, mais je ne résiste pas à l'idée de faire un mini sans suite sur les fluctuations qu'a connues le scénario de Tolkien. Alors au début, Tolkien était intéressé par faire un livre bon enfant, un conte féerique bien gentil, mais a petit à petit teinté son histoire d'une part obscure. C'est en donnant une origine à l'anneau, forgé par la main de Sauron lui-même, que le récit changea de tournure. Cependant, durant sa longue écriture, il va sans cesse revenir sur les premiers chapitres pour y apporter son lot de modifications. Et heureusement. Tiens, par exemple, la troupe de hobbits qui devait partir à l'aventure était Bingo, Frodo, Odo et Trotter, ce qui est beaucoup moins classe. Bon, finalement les noms vont le changer et Trotter va être remplacé par Aragorn, qui a du coup intégré le récit sur le tard. Un autre gros lot de modifications vient des difficultés liées à la parution. En effet, en 1948, quand Le Seigneur des Anneaux est achevé, celui-ci se présente sous la forme d'un seul gros livre, ce qui effraie totalement le potentiel distributeur du bouquin. Conscient qu'il n'arrivera jamais à le faire éditer en l'état, Tolkien accepte de découper son livre en 3 tomes. De cette césure forcée, on peut voir plusieurs cicatrices dont l'une a été corrigée dans la version de Peter Jackson. En effet, dans le film sorti en 2001, le chef des Uruk, l'Ourtz, a été spécialement créé pour le long métrage, car dans le livre original, la fin de la communauté de l'anneau s'achevait sans avoir vraiment vaincu de méchant. Jackson a justifié ce choix d'ajout d'un personnage pour offrir au premier film un véritable méchant, ce qui était absent de la version de Tolkien. Bon, puis dernier fun fact, le 3ème tome, Le Retour du Roi, devait à l'origine s'appeler La Guerre de l'Anneau, mais l'éditeur refusa. Comme quoi, les enfers de production ne sont pas que des phases réservées aux films, et que les livres y ont aussi le droit. Mais enfin, entre 1954 et 1955, la trilogie du Seigneur des Anneaux parut, et cela fut un carton, si bien que le tirage initial un peu pessimiste fut suivi d'un second très rapidement pour remplir à nouveau les étalages dévalisés. Avec ce succès interplanétaire pour l'auteur anglais, d'autres rares décidèrent de saisir l'opportunité qui se présentait, notamment comme à son habitude, le cinéma. Hollywood monte très rapidement au créneau, et diverses propositions se firent à partir de la fin des années 50. Même si cela peut paraître étonnant, Tolkien était particulièrement favorable à une adaptation sur le grand écran, pourvu qu'il garde un droit de regard. La première proposition sérieuse arrive sur sa table en 1957. C'est la première tentative d'adaptation du Seigneur des Anneaux, menée par Forrest J. Ackerman, Morton Grady Zimmerman et Hal Brodax. Ces jeunes messieurs à l'époque ne sont pas encore des noms très bien connus du grand public. Morton Grady Zimmerman n'avait rien fait avant et je n'ai pas trouvé sa trace par la suite. Hal Brodax sera le producteur de Yellow Submarine, le film, et Forrest J. Ackerman est par la suite devenu un des plus grands maîtres de la science-fiction et de l'horreur. Passionné par les monstres au cinéma, il publiera des années 60 au milieu des années 80 la revue Famous Monster of Filmland, qui aura un joli succès et qui inspirera une tripotée des plus grands réalisateurs de SF du nouvel Hollywood. Ce mec est fascinant. Il nous a malheureusement quitté en 2008,
laissant derrière lui un immense héritage culturel. Comme quoi, la culture, il y a ceux qui ont le don pour la créer et ceux qui ont le don pour la transmettre. Mais revenons en 1957. Cette version du Seigneur des Anneaux est prévue pour être un live action, mais mélangeant quand même un travail de miniature et d'animation. Non, parce que dans les années 50, adapter ça en live action... dur. Au début, l'auteur fut plutôt comblé par le projet, surtout en voyant les dessins préparatoires. Mais c'est à la lecture du scénario que son enthousiasme prit un gros coup. Parce que visiblement la lecture fut désagréable pour lui. Le film, qui devait durer la modique somme de 3 heures, abusait de la magie et des scènes de combat. Il était en effet prévu que Gandalf fasse disparaître des loups grâce à des flashs lumineux, ouvrir des crevasses et faire tomber des orques dedans, léviter Faramir durant le suicide de Denethor, et sans doute faire le café durant les prises. Cette utilisation de la magie en mode Deus Ex Machina semble rebuter Tolkien qui voit, à juste titre, une démystification de la magie, devenant ainsi un simple outil de combat. Mais les réécritures ne s'arrêtèrent pas là. Par exemple, c'est Sam qui doit mener l'anneau dans la montagne du destin, et non Frodon qui l'imagine mort. Sacré modif quand même. Et puis pour ajouter un clou sur le cercueil, le titre doit être changé pour devenir Opération Rixlor, un titre kitsch à la hauteur du script pondu. C'est une blague ? Tolkien est désemparé à la vue de ce script, qu'il a entièrement noté puis renvoyé. L'échec du scénario, ainsi que l'absence de financement, font que le film est finalement annulé en 1959. Mais la mission de porter les aventures de Frodo et ses amis n'est pas encore morte. Tandis que les premières ébauches de projets autour du Seigneur des Anneaux naissent, Paul McCartney rencontre John Lennon et commence à se produire avec lui et son groupe. Le début d'une évolution qui verra le départ de nombreux collaborateurs et l'arrivée plus tardive de Ringo Starr et George Harrison. De péripétie en péripétie, la légende s'écrit peu à peu et la Beatlesmania s'installe dans le monde occidental à partir de 1963. Ils deviennent, et le sont toujours désormais, le groupe de rock le plus influent de la planète. Et si je ne vais pas m'attarder sur les nombreuses phrases musicales parce que, quand même, je vais cependant me pencher sur un art où ils sont beaucoup moins connus, le cinéma. En effet, si les quatuors ne passent jamais derrière la caméra, ils se plient facilement à l'exercice de la comédie. C'est ainsi que Hard Day's Night, traduit en français par Les 4 garçons dans le vent, sort en 1964 en plein Beatlemania. Il est réalisé par Richard Lester, qui a sans doute fait plein de choses cool dans sa carrière, mais que je connais quasi essentiellement pour avoir fait la moitié de Superman 2, ce qui est bof, et Superman 3, ce qui est grave. Les 4 garçons dans le vent se présentent ainsi comme un faux documentaire, suivant les Beatles dans leur propre rôle durant un laps de temps de 3 jours. Cette comédie, écrite, tournée et montée rapidement, en noir et blanc pour économiser, a réalisé un très joli succès commercial et reste aujourd'hui un film bien agréable à regarder. Crédibilité gagnée auprès du public, un second film est réalisé l'année suivante, Help, et confirme leur état de santé au box-office. Et c'est vers la fin des années 60 que, sous l'impulsion de John Lennon, le groupe entreprit de négocier les droits du Seigneur des Anneaux à Tolkien directement. Bon, au début John Lennon est un peu trop ambitieux, et le fait qu'il prenne trop à cœur le projet commence à inquiéter le groupe, surtout quand il s'autoproclama pour jouer le rôle de Frodon. Après un recadrage en règle, l'ensemble du groupe se mit d'accord sur un casting. Paul McCartney en Frodon, George Harrison en Gandalf, Ringo Starr en Sam, et John Lennon en Gollum. Bon, déjà, rien que cette annonce fait plaisir, mais ça démontre aussi une véritable prise de risque, étant donné que pour la première fois, les Beatles allaient interpréter un véritable personnage et non pas reprendre leur propre rôle comme dans leur précédente production. Une sortie de leur zone de confort qui est accompagnée par une annonce encore plus folle, Stanley Kubrick derrière la caméra. Et en plus de l'œil expert d'un des réalisateurs les plus en avance sur son temps, les Beatles se sont entourés d'un dessinateur, Hans Hellman, qui prouvera plus tard par la production Yellow Submarine qu'il a les épaules pour tenir la barre sur ses projets si ambitieux. De ses propres mots, il confiera qu'il imagine le projet comme une sorte d'opéra, osant le rapprochement avec le film Fantasia de Disney. Et me voilà bien embêté parce que le projet s'arrête ici. La vérité est que déjà Stanley Kubrick refusa finalement l'offre, et que Tolkien était tout simplement pas fan des Beatles, ce dernier détenant toujours les droits. Mais cette tentative avortée qui nous a même pas donné de script, même pas de visuel, reste aujourd'hui un des films fantômes les plus populaires. Bon, déjà parce que Beatles plus Seigneur des Anneaux, c'est comme si je vous propose de faire tenir un gâteau au chocolat et un fraisier dans la même préparation, on n'a aucune idée de si ça fait un truc bon, mais on fera tout pour essayer. Mais aussi parce que les Beatles et le Seigneur des Anneaux occupaient une place assez similaire dans la culture populaire des années 60. En effet, le groupe était l'une des idoles de cette jeune génération aux valeurs libératrices et s'opposant au conservatisme de leurs aïeux. Et paradoxalement, les Beatles étaient plutôt bien vus par la classe dirigeante et l'ancienne génération,
Ils étaient bien vêtus, polis, dotés d'un humour délicieusement anglais, ce qui en faisait une parfaite illustration de la jeunesse anglaise à exporter à l'étranger. En sorte un des ponts générationnels et un des rares faits qui ne posait problème à aucun des deux partis. Et Le Seigneur des Anneaux c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. C'est le roman d'un vieux professeur, aux tendances un peu conservatrices, tourné vers la culture du passé, mais qui par un esprit brillant, et teinté de magie et d'enfance, est allé combler les étagères d'une jeunesse, notamment celle qui participait à la contre-culture hippie. Le Seigneur des Anneaux devint étonnamment un des porte-étendards de cette dernière. Encore un autre pont générationnel. Et voir cette jeunesse, avec les Beatles s'emparer d'une œuvre aux mœurs du passé, fait naître, rien que pour le symbole et le passage de flambeau, une terrible frustration de ne jamais avoir pu voir ce projet. Sans doute que le film n'aurait jamais eu la même tête que celui de Peter Jackson. En effet, on se dirigeait plus vers une fable musicale. Mais bon, parfois la vie ne nous laisse pas le choix. Les Beatles seront au centre de l'intrigue de Yellow Submarine, un film d'animation assez novateur pour l'époque, qui recevra des critiques élogieuses et un certain succès public. Le célèbre groupe de musique continuera sa route jusqu'en 1970, moment où il se dissout, ne laissant dès lors qu'un immense héritage. Et au cinéma, ils garderont une certaine influence. Bon, déjà parce que illustrer les années 60 devient 1000 fois plus simple quand vous les avez dans votre répertoire, mais aussi parce que chacun des membres s'est tour à tour penché sur le 7e art. Ringo Starr ira tourner dans de nombreux films durant les années 70, côtoyant certains grands réalisateurs comme Martin Scorsese. Il était d'ailleurs admis que Ringo était le meilleur acteur de la bande, ce qui lui vaudra d'être le personnage principal dans Help. George Harrison, devenant un ami de Eric Idle, ira créer une boîte de production pour financer le deuxième film des Monty Python, qui était refusé autre part à cause de son contenu satirique. John Lennon passera à la réalisation de courts-métrages expérimentaux avec sa femme Yoko Ono, et enfin Paul McCartney, au-delà de quelques caméos dans de grandes productions, composera et interprétera la musique du 8e James Bond, Live and Let Die, une des meilleures musiques de tous les temps, qui sera malheureusement collée à un des moins bons James Bond. Et enfin, au même moment que sur cette chronique, le nouveau Danny Boyle va s'attarder sur les Beatles, mais sans les Beatles. Le film c'est Yesterday, je vous invite très chaleureusement à aller le voir, mais je ne vous en dis pas plus. Et pour ce qui est du Seigneur des Anneaux, les projets vont continuer à affluer de bon train durant les années suivantes. En 1969, United Artists achète les droits d'adaptation à Tolkien. Les Beatles ont déjà entamé leur séparation, c'est alors le réalisateur britannique John Boorman qui est en pole position pour réaliser Le Seigneur des Anneaux. Mais la tâche est trop grande pour le réalisateur. Le script qu'il propose à la compagnie essaie de condenser les 3 romans en un seul film de 2 heures, ce qui entraîne la disparition de plusieurs passages du livre. Mais aussi les moyens limités de l'époque obligent Boorman à certaines coupes dans le scénario. Par exemple, le script de Boorman mettait sur la touche l'ensemble des bestioles volantes qui peuplent la Terre du Milieu, afin de réduire les coûts de production. D'autres changements sont bien plus étonnants. Il est par exemple prévu d'installer une scène d'amour entre Frodon et Galadriel, ce qui sortait largement des carcans de l'œuvre de Tolkien. Ce projet, qui tenait très largement à cœur Boorman, va être cependant rejeté, lui aussi par United Artists. Personne en réalité ne croit au succès du projet, et les coûts de production astronomiques ont fini par refroidir tout le monde. Bon, tout le travail accompli par Boorman ne va pas finir entièrement à la poubelle, en effet il va récupérer de nombreux éléments du Seigneur des Anneaux pour alimenter ses suivantes productions, comme Zardoz ou Excalibur. Finalement, il faudra attendre 1978 pour qu'un premier film sorte. Ce dessin animé, retraçant qu'un tome et demi et utilisant la technique de la rotoscopie, aura le succès qu'il méritera, puisqu'il n'aura pas de suite finalement. Et c'est Peter Jackson qui réussira quasiment par miracle à assurer le coup entre 2001 et 2003, en sortant la trilogie désormais culte, dont les effets spéciaux numériques ont enfin permis de rendre l'aspect grandiose et épique du livre. Bon, qu'est-ce qu'on a appris? Ben déjà que d'une seule œuvre, on peut avoir plusieurs visions, et que chacun de nous ne retirons pas la même chose d'elle. Alors bien sûr, certaines de ces visions font plus peur qu'autre chose, d'autres sont capables de donner des projets intéressants par la suite, et enfin certaines font juste naître des rêves de gosse. Parce qu'on va pas se mentir, même s'il n'aurait pas eu la même gueule que l'on connaît aujourd'hui, la curiosité nous torture. On a pu voir aussi que 2 œuvres aux univers séparés, aussi bien par les thématiques que par la génération, peuvent se trouver réunies. Et que c'est peut-être à ça que l'on reconnaît les grandes œuvres d'art. Cette capacité à être intemporelle, à pouvoir entrer en résonance entre elles, mais aussi à nous habiter à chaque fois que l'on sort de la rue, que l'on marche quelque part, que l'on croise des gens, et que l'on remarque un détail.
Alors si tu le souhaites, je te ferai partager d'autres histoires. Il y a matière à faire, et ça me fera tenir le temps, avant de te revoir. Et demain, nous travaillerons les Beatles. Les Beatles. Les Beatles.